Top 10 des erreurs dans un flux shopping, dans un flux produit. C'est avoir un titre trop court. Est-ce que mes produits en stock, je ne dois pas les sortir de mon flux? Donc la data est toujours au centre du jeu. La thématique du prix, évidemment, qui remonte sur les annonces. Si tout le monde est à 100 et moi je le vends à 120, qu'est-ce qui explique qu'il y a un premium de 20% alors que c'est le même produit? La qualité du flux est clé pour lancer les campagnes. Bonjour Axel. Bonjour Arthur. Bienvenue chez Chanable. On te reçoit aujourd'hui dans nos locaux pour enregistrer cette mini-série de plusieurs épisodes sur le sujet du flux. On va parler flux shopping, flux de manière générale côté Google, autour de différentes thématiques. Je te laisse peut-être te présenter et puis après je ferai de même. Merci beaucoup Arthur pour l'invitation. Et effectivement, le but, c'est de parler de cas concrets aujourd'hui autour du saison du flux, comme tu l'as dit, autour de Google Ads, que ce soit pour la partie e-com ou pour d'autres industries. Donc il y a plein de cas très pertinents où on peut utiliser ce flux. Pour me présenter en quelques mots, ça fait quelques années que je travaille au niveau de Google Ads, je suis expert à ce niveau. Je travaille avec Alexandre, on a monté le match du SEA, on essaie de partager de la valeur aux annonceurs qu'on accompagne ou au niveau de la partie consulting coaching afin d'avancer ensemble et challenger l'existant. Et aujourd'hui, on partage du contenu sur un sujet qui nous passionne tous les deux. Et donc moi, de mon côté, donc Arthur de chez Chanable, je travaille sur le marché français chez Chanable. Donc nous, on est une solution technologique, un SaaS pour parler vulgairement. Donc on accompagne en fait les marques et les annonceurs dans l'exploitation et l'enrichissement de leur catalogue produits, catalogue d'offres, sur l'intégralité en fait des leviers qu'ils vont vouloir connecter, sur lesquels derrière ils vont faire de la publicité, de l'affiliation, du retargeting. Et donc le premier levier que l'on connecte aujourd'hui chez les plus de 11 000 marchands qu'on accompagne partout en Europe, c'est Google. Et récemment, on a aussi fait dans notre actualité l'acquisition d'une autre technologie qui s'appelle Productero, qui est elle aussi experte et 100% focus sur la thématique d'enrichissement du flux pour Google spécifiquement. Donc c'est une thématique qui nous tient aussi énormément à cœur et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voulait partager ensemble quelques bonnes pratiques mais aussi observations qu'on a pu faire et toi et moi de par les annonceurs et aussi les agences qu'on va pouvoir accompagner au quotidien. Moi, ça fait quelques années que j'accompagne des e-com, plus ou moins gros, marques nationales, internationales. Et j'ai une grande confiance et appétence dans le produit Chanable. J'ai testé différents produits et Chanable m'a convaincu il y a quelques années, avant même de te connaître. Ok. Bah écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec une première thématique qui sera autour du top 10 des erreurs dans un flux shopping, dans un flux produit. L'objectif étant d'aborder ensemble notre retour d'expérience commun. Moi, j'ai l'opportunité d'accompagner chez Chanable un grand nombre de partenaires agences et puis d'annonceurs sur ces thématiques purement flux. Donc, on a la tête dedans toute la journée, que ce soit dans le Google Merchant Center ou dans une plateforme comme la nôtre pour venir optimiser ce travail en amont. Et du coup, on s'est synchronisé en amont pour nos auditeurs sur ce qu'on pensait être en tout cas ce top 10 à extraire et voilà, on voulait le partager aujourd'hui. Donc toi, peut-être avant de rentrer dans le top 10, qu'est-ce que tu peux dire sur la partie qualitative d'un flux, comment tu l'abordes en général et ce que tu observes? En général, la qualité du flux est clé pour lancer les campagnes, pour aller plus loin. On peut lancer les campagnes sans forcément avoir une grande qualité de flux. Je pense à nombreux annonceurs sur Shopify qui vont utiliser le plugin finalement et prendre le flux avec le connecteur en API et en 3 clics, c'est parti. C'est très bien pour commencer, mais pour aller plus loin, il est indispensable d'utiliser un gestionnaire de flux. Pourquoi, au fait? Tout simplement, c'est qu'on n'achète pas de mots-clés sur Shopping. La partie Shopping Ads sur Google, c'est le flux, la fiche produit qui déclenche en fonction de la donnée qu'il y a dedans. Donc la data est toujours au centre du jeu. Et donc l'enrichir, c'est clé à ce niveau-là pour avancer. Mais effectivement, à mon avis, si on se lance sur le flux, il faut avoir une bonne qualité.
Ok. Donc si je reformule ce que tu dis, c'est qu'il y a par défaut une logique qui est à dispo des annonceurs qui est d'automatiser la connexion de leur catalogue via un plugin depuis leur CMS, ce qui Ouais. est assez courant pour démarrer. Ce qui permet de générer les annonces parce que avec cette automatisation, tu as ce qu'on appelle les attributs obligatoires qui sont couverts et donc qui permettent à la plateforme, en l'occurrence ici Google, de valider l'annonce, mais que pour aller plus loin, en fait, il y a des opportunités d'enrichissement de ce catalogue qui auront derrière un impact majeur sur les campagnes et sur en fait les algos de campagne côté Google dans la manière dont il va être nourri dans Google Merchant Center. Effectivement, en fait, c'est très bien cette technologie plug and play finalement de Shopify pour commencer. Mais effectivement, ça permet de lancer une première traction, de donner un avis sur la question, de mettre des premiers billets sur la plateforme et avoir une première vente. Mais après, aller plus loin, ça demande plus d'efforts. À la fois sur une partie plus simple et puis après quand tu es une marque ou un annonceur, que tu as plusieurs pays, donc plusieurs flux à déployer, tu répètes finalement l'opération et donc tu as ces mêmes problématiques et enjeux qui réapparaissent sur là où tu vas dépenser du budget en fait. Effectivement, l'idée c'est d'adapter la stratégie parce que souvent on vient d'un pays où on est reconnu, la France par exemple, on va attaquer la Belgique, la Suisse pour commencer, pays francophones, et puis on va s'ouvrir sur l'Allemagne, etc. Et l'idée c'est de structurer sa pensée et son acquisition dans des pays où on est moins reconnu et comment challenger de tout ça. Ok, donc démarrons le top 10. Erreur numéro 1 ou en tout cas remarque numéro 1 qu'on va pouvoir faire. C'est sur peut-être l'attribut le plus important au tout départ, c'est la partie identification d'une fiche produit, d'un listing, donc avec les champs autour de l'ID. Donc peut-être que tu peux reparler aussi de ça, tous ces champs qui permettent l'identification d'un produit parmi d'autres dans un catalogue. Il y en a un principal qui est l'ID finalement, l'ID produit. À ce niveau-là, il est souvent méprisé par les annonceurs à ce niveau. Il est repris au niveau du site. C'est une bonne pratique ça, de garder le même ID finalement au niveau de son flux que celui-là de son site pour retrouver ses petits. On dit qu'on veut pousser le numéro, le code barre, en fait c'est ça qu'il faut se dire, ou l'ID 1, 2, 3, 4, 5. Bah, finalement, j'ai parlé avec chez un annonceur, le responsable de la verticale son et casque audio par exemple, il me dit il faut pousser le 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ça évite et on va beaucoup plus vite pour mettre une promo en place, etc. Donc première clé, ça va être l'ID, mais ça fait partie des attributs de base pour le pousser. L'ID, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est l'identifiant qui permettra de rendre unique la fiche produit côté Google. C'est ce qui permet à Google de détecter que le listing est unique une fois qu'il est poussé, mais il y a d'autres identifiants qui vont permettre aussi de faire le lien avec potentiellement d'autres revendeurs du même produit. Donc on peut peut-être parler des sujets GTIN et MPN, mais peut-être pour commencer par le GTIN, parce que je sais que ça fait se gratter la tête à beaucoup d'annonceurs qui doivent l'utiliser. Est-ce que tu peux peut-être en parler ? Le GTIN, c'est quoi ? C'est le numéro d'identification d'un produit. On est tous les deux revendeurs d'un casque audio, par exemple. Bah, on a tous la même marque en question et on la vend à un prix différent, etc. Et ça permet de l'identifier côté Google et de se dire, un marchand 1 le vend à 100 €, un marchand 2 le vend à 105 €, par exemple. Et c'était super utile pour avoir son prix vs le benchmark vendu par ses concurrents. Ces données disponibles sur Merchant Center. Et ça peut aussi nous aider à aligner un peu sa tarification, son modèle de prix. Si tout le monde est à 100 et moi je le vends à 120, qu'est-ce qui explique qu'il y a un premium de 20% alors que c'est le même produit ? Et puis, donc, dernière ID que j'ai cité juste avant, c'est le MPN. Donc là, c'est le numéro du fabricant. Donc, si vous êtes fabricant d'un produit, essayez de pousser cet élément-là parce que ça crédibilise encore plus côté Google votre référence. Cette partie MPN. Il y a juste une partie qu'on n'a pas abordée, mais sur laquelle on reviendra aussi par la suite, c'est la thématique de produits à déclinaison, donc l'envoi d'un ID et d'un item group ID pour pouvoir lier en fait des déclinaisons à un même produit par an.
Donc là aussi, c'est parfois mal maîtrisé par les annonceurs dans l'envoi de ce qui est fait dans le flux, donc aussi à maîtriser. Effectivement, ça c'est clé, mais j'ai rajouté 2 points. Le premier, au niveau de l'ID, quand on change de PrestaShop par exemple à Shopify, Ouais. les ID changent. Ouais. Et ce qui fait que pour Google, c'est comme si c'est un nouveau produit, donc on repasse d'une base 0. Et sur Google, la clé, c'est la donnée, la data. Enfin, je vais le dire, je pense, 1 milliard de fois dans cet épisode. Mais effectivement, quand on change, tu t'appelais Arthur, maintenant tu t'appelles Arthur B, par exemple, bah, pour Google, tu es nouveau. Et donc, j'ai plus d'histo au niveau du produit en question. Et ça peut avoir des effets importants en termes de décrochage de performance. Donc, on repart en phase d'apprentissage à ce niveau-là. Normalement, on doit retrouver ces petits, in fine, après X temps, période d'apprentissage passée. Mais effectivement, il faut l'avoir en tête. Donc, si on fait une migration finalement quelque chose qui est en dehors de Google Ads ou même du serveur de flux, un CMS, il y aura un réapprentissage derrière côté plateforme. Voilà. Okay. Et le deuxième point, c'est le GTIN. Rapidement, souvent, on peut avoir une petite alerte au niveau du Merchant Center en disant ton produit est limité en termes de diffusion parce que tu n'as pas mis le GTIN, etc. Okay. Parce que lui, il le sait, parce qu'il y a d'autres marchands qui l'ont mis pour ce produit. Toi, tu as dit qu'il n'existait pas, mais Google, il sait qu'il existe. Donc, charge à toi aussi de venir enrichir ta fiche produit pour être au même niveau, à minima, de tes concurrents. Ok. Erreur numéro 2, on va parler du titre. Donc le titre, c'est un attribut sur le produit qui est fondamental, puisque sur les annonces, c'est quelque chose qu'on va voir en premier. Et donc le titre côté Merchant Center, côté Google, quand on envoie son catalogue, il peut aller jusqu'à 150 caractères. Une des erreurs communes qu'on va pouvoir observer en général, notamment avec la partie plugin, c'est la récupération du titre produit tel qu'il apparaît sur le site dans les annonces. L'erreur la plus courante, je pense vraiment de loin, c'est avoir un titre trop court. Alors, tu l'as dit, c'est jusqu'à 150 caractères. Mais il y a quand même un minimum à respecter qui est à peu près de 50 caractères à ce niveau-là. Donc l'idée, comme je l'ai dit juste avant, c'est que c'est la fiche produit qui déclenche sur quel mot-clé au terme de recherche on va se positionner à ce niveau-là. Et l'un des arguments phares qui est pris en compte par Google, phare, ça va être le titre, la description, etc. On va revenir dessus, mais déjà le titre. Donc le titre, il faut l'enrichir à avoir plus de 50 caractères, mais moins de 150. Et maintenant, la bonne question, transition vers le point 3, c'est de dire, est-ce que je mets la marque du produit dans le titre ou pas ? Et j'ai eu souvent cette dialectique au niveau de est-ce que je dois mettre la marque dans le titre ou pas ? Tout dépend en fait. Troisième point le plus récurrent, c'est l'utilisation de l'attribut marque au niveau du champ du flux qui va permettre de reconnaître que c'est un aspirateur de la marque X ou le téléphone de la marque Y, etc. Donc ça c'est bien pour nourrir l'algo pour dire que finalement si quelqu'un cherche smartphone en question, en fait de la marque, ok. Mais tu vas venir rassurer le consommateur parce que dans les smartphones, tu as l'iPhone, je vais dire 14, 15, 16, tu as le Pro, tu as différentes features en passage. Mais si tu mets dans le titre, c'est l'iPhone 14 Pro, 156 GB, en fait, il n'y a pas photo. Je sais par rapport à ma requête que je vais remonter dans plus de termes de recherche. Et donc avoir et alors que si tu avais la bonne fiche qui sortait, mais tu n'avais pas écrit c'est l'iPhone jaune, par exemple, Pro, en fait, tu vas pouvoir manquer des ventes à ce niveau-là. Et donc, parfois, une des confusions aussi qui est faite, et j'invite éventuellement nos auditeurs sur toutes les remarques qu'on peut faire, on se base aussi sur les fiches de Google Merchant Center Help, qui fait ces recommandations aussi là. Une des confusions qui est faite sur cette partie marque, c'est quand je suis revendeur, est-ce que je mets ma marque à moi ou est-ce que je mets la marque du produit revendu ? Très bonne question. Encore une fois, tout dépend de où tu te positionnes. Si c'est un produit revendu type Apple, Samsung, Xiaomi, etc., c'est vrai que la question se pose. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre en avant je suis la Fnac, je suis Boulanger, je suis Darty dans la fiche produit ? Déjà, on le voit que c'est le commerçant.
est-ce que ça vaut la peine de le mettre dans le titre? Est-ce que les gens vont chercher spécifiquement? C'est ça qu'il faut se poser la question, la pertinence à chaque fois. Darty iPhone 14. Voilà. Je pense que oui, il va y avoir du monde. Est-ce que c'est la majorité du trafic qui passe par le gros trafic? Je pense pas. Je pense que les gens cherchent d'abord l'iPhone avant de chercher le modèle. Quel revendeur je vais l'avoir. La deuxième question qui arrive, c'est si moi je suis une marque qui produit ma propre collection de vêtements, par exemple, est-ce que dans ce cas-là, je mets la marque Célio, Jules, etc., au niveau de mon titre? Là, tout dépend de ta notoriété de marque. Si tu penses que la notoriété de marque elle est assez puissante et que tu as une traction importante, oui. Si tu es inconnu au bataillon, désolé pour le mot, vaut mieux jouer le terme générique t-shirt blanc avec des spécificités, par exemple, si on à ce niveau-là. Ok, très clair. Donc là, on a combiné un peu les deux sujets, titre et brand, donc l'attribut brand au niveau de la marque sur la fiche produit. Dans la même logique, sur un champ de description, ce qu'on voit également apparaître, c'est que donc, Google laisse la place jusqu'à 5000 caractères pour les descriptions. Dans la plupart des cas, moi ce que j'observe sur les clients qui connectent le catalogue, c'est qu'ils récupèrent aussi les descriptions produits du site telles qu'elles sont. C'est souvent des descriptions qui sont extrêmement courtes, là où Google laisse pas mal de place. Malgré tout, les descriptions, c'est pas quelque chose que l'on voit sur la fiche produit quand tu regardes des annonces sur un carousel shopping. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette partie d'exploitation de description un peu plus longue? Oui, l'attribut de description est à valoriser, à retravailler. C'est pour ça que, encore une fois, la clé reste un gestionnaire de flux. Parce que faire une simple connexion en prenant son flux XML ou par API, par Shopify en 2 clics, etc., bon, on peut diffuser, d'accord? Mais encore une fois, c'est-à-dire enrichir la donnée, la fiche produit, avec la bonne donnée. Idéalement, il faudrait avoir un champ de description vraiment poussé, comme tu dis, et éviter de me dire la dimension, c'est 30 cm par 50 cm pour la table, pour la chaise, etc. Ça n'a pas beaucoup de plus-value. Éviter aussi, je l'ai vu beaucoup, d'avoir la partie URL finalement dans la description. Des fois, on voit des... ça, c'est une contre-reco de Google sur cette partie-là. Et peut-être juste faire une parenthèse aussi IA, puisqu'on est un peu à mi-chemin du top 10 là-dessus. On a parlé des titres et des descriptions. L'IA aujourd'hui est une opportunité pour les annonceurs de venir enrichir ces titres et ces descriptions. Nous, donc, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis assez longtemps aussi côté Chanable. On a racheté récemment aussi Productero, qui est une techno bien connue sur plusieurs marchés européens, qui fait aussi ce travail d'enrichissement via prompt ou via extraction de données dans une fiche produit pour venir justement étoffer ces champs de titres et de description. Ce qu'il faut aussi partager à nos auditeurs, c'est qu'à date, côté Google, il y a une manière de les envoyer. Si aujourd'hui vous enrichissez vos titres et vos descriptions avec de l'IA, il y a des sous-champs donc, qui s'appellent Structured Title, Structured Description. Il faut aussi envoyer l'information à Google que j'ai retravaillé mes flux, mes titres et mes descriptions avec de l'IA et le signaler et ne pas envoyer les deux, le titre de base et le titre enrichi avec l'IA par exemple. Et même une bonne reco que je faisais et que je continue à faire à l'époque et aujourd'hui, ça reste de travailler son SEO de ces fiches produits parce que finalement, ok, on dit qu'il faut enrichir tout ça, mais si j'ai pas beaucoup d'idées, l'idée, c'est de se baser sur l'existant au niveau de ton site et de ce que les gens recherchent. On va dire s'il y a des points clés sur lesquels tu veux vraiment sortir, c'est de l'avoir au niveau de ton titre, ta description. Vu que tout ça, ça va être reparti, ta fiche produit côté site qui va être pimpée au SEO, va être repris par le gestionnaire de flux et après par Google Ads, dans la partie Merchant Center, etc. Ça reste une très bonne idée de venir avoir un contenu pertinent. Ok, du coup maintenant, erreur numéro 5, tu vas nous parler des produits ciblés. Ouais, effectivement, je pense que ça c'est un beau sujet, plusieurs cas de figure. Idéalement, selon Google, il faut cibler tous les produits disponibles dans ton flux produits pour en faire la publicité.
Et certains annonceurs, eux, préfèrent dire non, en fait, si je vends des luminaires, je ne veux pas pousser des ampoules parce que je gagne moins. Et à ce niveau-là, je n'ai pas vraiment beaucoup d'intérêt à pousser des ampoules parce que peut-être même le taux de marge il est important, mais la valeur de la marge est pas super importante. D'accord. Beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Deuxième point qui m'est arrivé aussi, c'est un annonceur vend des produits et il a exclu tous les produits à moins de 15 euros, par exemple, parce qu'il avait décidé qu'en bas de ce prix donné, ça valait pas la peine de pousser. Moi, je suis convaincu un peu du contraire, de se dire ces produits où la valeur de la marge est faible, d'accord, parce que la valeur du panier est faible, ça vaut le coup de le pousser dans une campagne à part, traitée différemment, parce qu'elles vont te faire quelques ventes incrémentales. Effectivement, ça ne vaut pas la peine d'avoir des CPC délirants dessus à ce niveau-là, en termes de pilotage, mais donner une chance à l'opportunité de vendre. Et aussi, ce qu'on voit, c'est qu'un produit cliqué n'est pas forcément le produit vendu. Tu es rentré par une ampoule, tu as fini avec l'ampoule, le lustre, etc. Finalement, c'est super pertinent. C'est une opportunité de vente qu'on se coupe facilement. Je pense que là-dessus, il faut aussi repréciser que ce qui est souvent fait comme erreur, c'est de penser que sortir ces produits à l'échelle du flux va te permettre de moins dépenser derrière sur des produits sur lesquels tu ne veux pas dépenser ton budget. Mais en fait, tu as une opportunité de le faire donc sur les custom labels. On va revenir sur tout un épisode sur ce sujet-là. Et qu'en fait, sur l'historique de toutes tes fiches produits qui sont actives sur ton site, en fait, la reco que tu partages aussi, c'est que au moins tous les produits qui sont sur le site, il faut les pousser dans ton flux shopping, au moins sur les free listings, sur les fiches gratuites, pour créer un existant côté plateforme et que Google puisse apprendre de tes fiches produits. Et in fine, peut-être que même tes produits qui ne sont censés pas te rapporter grand-chose seront une porte d'entrée pour un panier plus important après. Donc il faut toujours pousser l'intégralité de son catalogue et ensuite créer des sous-ensembles dans la manière dont tu gères tes campagnes. Tu l'as dit, la clé, c'est segmenter. Comment je coupe mon gâteau de la manière la plus intelligente. C'est vrai que et à l'époque on le faisait beaucoup, j'avais une campagne shopping, alors quand c'est il y a 5 ans, 6 ans, j'avais une campagne shopping avec tout le flux catalogue et advienne que pourra. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait plus comme ça. Et je comprends la logique d'exclure les produits dans ce cas-là. Si c'est tous les produits dans une campagne, advienne que pourra. Parce que finalement, il y aura des produits qui vont marcher, d'autres produits qui vont avoir... ça va pas être super intéressant. Donc on va faire un cost killing, il n'y a aucun sujet. Mais aujourd'hui, on a beaucoup évolué, même dans la réflexion globale, de segmenter le gâteau. Et c'est la clé. Ok, c'est très clair. Prochaine erreur, on va parler du product type. Donc il y a un attribut particulier dans le flux. Peut-être avant de parler du product type spécifiquement, réexpliquer à nos auditeurs qu'il y a plusieurs champs et attributs dans un catalogue pour évoquer la catégorisation des produits, des produits dans un catalogue produit. Donc il y a la Google Product Category qui est le premier niveau de catégorisation, donc qui sont des catégories définies par Google que l'annonceur doit choisir pour l'intégralité de son catalogue. Donc nous, dans la plateforme, on a un outil qui permet de le faire via l'IA et par-dessus l'IA, si nécessaire, à travailler en masse sur les catalogues pour éviter que ce soit un travail manuel pour les annonceurs. Mais donc au-delà de cette Google Product Category qu'il faut attribuer, en tout cas que nous on recommande d'attribuer à nos annonceurs et à nos utilisateurs, parce que derrière sinon c'est Google qui t'en attribue une par défaut, parce que côté plateforme il faut pouvoir remonter dans un certain nœud de recherche. Tu as le Product Type et le Google Product Category. Pour le Google Product Category, effectivement, si on ne passe pas par Channable, il y a une nomenclature qui est disponible en ligne. Peut-être ce qu'on fera, c'est qu'on mettra en lien en description. Mais on pourra trouver toute la liste du Google Product Category qui est interminable. Et on peut comme ça voir où ranger ces produits. Mais effectivement, la clé, c'est, encore une fois, la data au niveau de la fiche produit, ce nœud de connexion de pertinence. Si tu es rangé dans smartphone, high-tech, etc., derrière, tu vas mieux ressortir en ads et en free listing. Ça marche pour les deux finalement. Mais c'est super important de bien ouvrir Google. Le deuxième point, c'est
donc le product type, et pourquoi il est intéressant, et à ne pas confondre avec le Google Product category. Product Category. Merci Arthur. Cette donnée, elle est prise aussi en back-end finalement dans la structuration de ta fiche produit. C'est dans la plupart des cas des annonceurs, c'est leur arborescence site en fait. Donc le product type, c'est un champ qui est libre. En fait, chaque annonceur peut en avoir des différents, alors que le Google Product Category, c'est une librairie de catégories définie par Google. C'est ça. Le product type, c'est libre. Par contre, sur cette arborescence site en général, pour pouvoir en fait affiner la catégorie, par exemple, il y a une catégorie de Google qui s'appelle vêtements hauts. Si tu vends des t-shirts, tu vas vouloir envoyer ton product type pour aiguiller encore plus Google sur quelle typologie de t-shirts tu vends, éventuellement des t-shirts sans manches. Et donc ton product type, ce sera sûrement vêtements hauts, t-shirt sans manches. Là où la catégorie produit Google va s'arrêter un peu plus tôt. Tu confirmes cette partie-là? C'est ça, et après en même temps tu peux l'utiliser dans ta structure de campagne en fonction de la stratégie qui est mise en place. Donc quoi qu'il, c'est une bonne opportunité à ce niveau-là. Ok. Prochaine erreur, on passe à la suite. Donc la thématique du prix, évidemment, qui remonte sur les annonces. Donc on peut parler de différents attributs de prix dans un catalogue, mais il y a les deux plus importants sont le prix et le prix soldé. Quand il y a une période de solde en cours, donc pour que le prix et le prix barré s'affichent sur l'annonce. Oui. Donc là-dessus, il y a en général des problématiques observées avec les annonceurs qui ont aussi des catalogues qui sont vendus dans différentes monnaies, dans différents pays. Donc en général, ça donne pas mal de maux de tête aux annonceurs. Et là où il faut faire aussi attention, c'est que ça fait partie des attributs sur lesquels les robots textes de Google font le plus de scrapping pour s'assurer que l'annonce n'est pas mensongère et que le prix du produit affiché sur l'annonce est bien cohérent avec le prix qui est affiché sur le site. Effectivement, le prix est très important. On n'a pas le droit d'avoir un prix différent entre le site et l'information envoyée par le flux à Google. Donc effectivement, il y a un scrapping quotidien ou quasi quotidien en réalité de Google à ce niveau-là pour vérifier. Ce qui est bien finalement, souvent ce qu'on met en place avec les annonceurs, c'est au niveau du Merchant Center, il y a une option automatique en disant si tu vois une différence, écrase le prix au niveau de mon flux, mets le prix observé au niveau du site pour éviter que la fiche soit refusée et donc elle ne diffuse plus. Qu'il y ait un effet avant-après en termes de trafic, en termes de vente, etc. etc. Donc, il vaut mieux mettre cette partie automatique. Et c'est aussi la jonction avec le prochain point, qui est la disponibilité. C'est quoi l'attribut de disponibilité? C'est quand le produit est en stock, plus en stock, en précommande ou en backorder. En backorder. Donc, de retour va revenir en stock. Va revenir en stock bientôt. Voilà. Mais effectivement, souvent c'est binaire à ce niveau-là pour la majorité des annonceurs. C'est en stock ou plus en stock. Mais effectivement, si j'écris dans mon flux, c'est encore en stock, mais en vérité, c'est plus en stock, j'ai tout intérêt d'arrêter de la diffusion à ce niveau-là et économiser un peu de l'argent et payer des clics, éviter de payer des clics. Peut-être pour répondre à un des préjugés souvent qu'on nous partage, ou en tout cas certains annonceurs nous demandent mais est-ce que mes produits en stock, je ne dois pas les sortir de mon flux? Non, s'il y a justement cet attribut qui peut prendre la valeur out of stock, c'est parce que Google reconnaît et est en capacité de dire ok, ça j'ai bien compris, c'est un de tes produits, là il n'est plus en stock, peut-être qu'il va être restocké, peut-être qu'il ne sera pas restocké, peu importe, c'est un produit sur lequel il ne faudra pas mettre l'accent dans les dépenses, dans les campagnes derrière. Mais le sortir du flux, tu me partageras ton avis, mais c'est une erreur parce que derrière, tu perds l'apprentissage, tu fais disparaître le listing de la plateforme. 9e peut-être erreur qui est aussi ultra importante, puisque c'est qu'est-ce qui se passe après le clic. C'est la partie URL, donc le champ link, où est-ce que va être redirigé finalement le prospect qui est en train de cliquer sur l'annonce. La base, c'est qu'il tombe sur une fiche produit à ce niveau-là, et qu'il y ait l'information de base au niveau de la fiche produit, afin de pousser à la vente, on va dire, à ce niveau-là. Ce qu'on voit aussi apparaître, c'est, tu parlais tout à l'heure des Shopify. Sur Shopify, au niveau de la fiche produit, tu as qui remonte le lien et le lien de la déclinaison.
Ce qu'on voit aussi souvent pour les annonceurs qui utilisent directement aussi les plugins, c'est que c'est le lien parent qui est poussé et non pas la déclinaison. Et donc quand tu vas avoir un prospect qui fait une requête sur une taille spécifique, Ou une couleur. ça rallonge le chemin de conversion parce qu'en fait, il va tomber sur l'annonce globale et donc il va être obligé de sélectionner si sa taille est disponible. Et parfois, il peut être surpris parce qu'il est en train de chercher une déclinaison de taille très précise et en fait, cette déclinaison-là, elle est plus disponible. Donc, toujours essayer de mettre dans l'annonce l'URL la plus granulaire possible sur ton produit. Après, côté aussi peut-être annonceur, il y a des annonceurs qui font pas aussi attention à ça quand ils construisent leur site. La partie payante, après, le fait que quand tu es redirigé sur une annonce, il faut qu'il y ait une URL différente sur tous tes produits. Et je pense à pas mal d'annonceurs qui ont des produits personnalisés et personnalisables, qui ont qu'une URL pour beaucoup de variations possibles et derrière beaucoup de prix différents pour un même produit. Et donc ça, c'est aussi parfois assez pénalisant pour un annonceur. La question se pose à ce niveau-là, mais plus court est le chemin, mieux ce sera. Ouais. Ça, c'est la théorie à ce niveau-là. Et effectivement, plus tu as un produit où tu peux personnaliser ou customiser dans le sens, est-ce que tu veux, si tu fais de l'impression photo par exemple, un cadre, pas de cadre, quelle taille de photo, etc. etc. Ouais. Tout ça, ça fait changer le prix direct. Si moi je t'annonce 5 € la pression photo, par exemple, et qu'en fait, ça c'est la plus petite photo, mais que toi tu veux une photo que tu veux mettre sur ta table, etc., tous les jours pour voir tes enfants, etc., ou ton chien. J'adore mon chien. Mais effectivement, en fait, t'es plus du tout à 5 €. Ouais. Tu veux le cadre avec et tout. Bon, le cadre, je peux comprendre, mais juste le fait que j'ai écrit impression photo chien, tout d'un coup, j'ai 5, j'arrive, c'est 25, 5 fois plus. Tu m'étonnes que tu as payé le clic et que ça n'a pas converti. Il y a un effet déceptif très important à éviter. Ok, très clair. Et donc, dernière erreur de notre top 10, on va parler de la partie shipping, donc de la partie livraison. Il est important de repréciser que cette partie livraison, elle apparaît aussi sur les annonces. Livraison à partir de tel montant, livraison aussi gratuite qui a un impact énorme sur après les clics et les conversions. La partie shipping, elle peut être paramétrée à la fois sur Google Merchant Center à l'échelle du compte et pour un ensemble de pays si l'annonceur ou la marque a des conditions différentes, plusieurs prestataires de livraison, etc. Mais elle peut être aussi remplie à l'échelle du flux, du catalogue, fiche produit par fiche produit. Et ça, c'est souvent aussi négligé l'opportunité de non pas parler uniquement des frais de livraison, mais aussi du poids de la livraison, la taille du produit livré, etc. Donc tout ça, c'est un ensemble d'attributs que beaucoup d'annonceurs omettent d'exploiter. Souvent, dans les sites marchands, tu vas avoir un minimum pour avoir droit aux frais de livraison gratuits, disons 100 €. Donc finalement, pour Merchant Center, au niveau de Google Ads, il va se dire tous les produits au-dessus de 100 €, tout de suite, ça va être gratuit, livraison gratuite, parce que le produit vaut plus de 100 €. Et s'il est inférieur à 100 €, tu as un frais de livraison. Souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre, on va dire, le moins coûteux possible, frais de livraison en relais colis finalement, à partir de 2, 3, 4 €, au lieu d'éviter de mettre à la maison à partir de 7 ou 8 €. Ok. Écoute, on en arrive au terme de ce top 10. J'espère que ça permettra à nos auditeurs de corriger peut-être certaines pratiques qu'ils avaient mis en place jusqu'ici et d'améliorer la qualité de leur flux. Je voudrais juste aussi finir par dire que cette partie qualitative, puisqu'on parle d'erreurs dans cet épisode, c'est aussi un cheval de bataille pour nous côté techno. On intègre petit à petit des outils d'IA aussi pour aiguiller nos utilisateurs sur quelles sont les parties de leur flux à aller retravailler et enrichir, donc qu'on appelle la partie Product Relevance, pour justement analyser tous ces comportements dont on a parlé et indiquer à l'utilisateur peut-être qu'il faut enrichir le travail au niveau des frais de livraison, au niveau du titre, de la description, des ID, enfin bref, tous ces attributs dont on a parlé. Aujourd'hui, la plateforme permet d'analyser, d'auditer nativement donc un catalogue
en amont même d'un déploiement d'un client. Tu as la partie sur Channable de finalement l'audit de flux que j'ai souvent fait précédemment, qu'on facturait finalement en agence aux annonceurs. Aujourd'hui, tu l'as quasiment natif dans Channable. Il suffit de plugger, faire un compte de démo, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Et tu l'as ton audit à 99%, ça se ressemble. Ouais. C'est vrai que tu peux avoir un peu plus de parties, on va dire, inside quand tu as un vrai audit, mais tu as vraiment 99% t'y es à ce niveau-là. On fait tous la même méthodologie à ce niveau. Et donc, c'est super utile. Le deuxième point que j'aimerais peut-être rajouter, c'est que tu peux aussi demander l'audit de flux à nos amis de chez Google en passant par la fiche support. Donc ça, c'est pas mal aussi pour un deuxième son de cloche, sans peut-être passer par un gestionnaire de flux. Mais cette partie-là, très compliquée de la demander. Le lien, souvent, il est non exploitable du support, donc beaucoup de frustration à ce niveau-là. Parce que ça reste un outil gratuit fait par Google. Le billet d'entrée, c'est à partir de 500 € ou dollars investis par mois. D'accord. Donc c'est assez facile finalement pour un e-com de demander l'audit sur le support. Okay. Mais le support, l'envoi de formulaire bloque des fois quand ils ont trop en fait, de demandes, à mon impression. Je n'ai pas de source exacte à ce niveau-là. Ils ne te laissent plus envoyer le formulaire pour demander ton audit de flux. Donc finalement, faire un compte de démo sur Channable, ça se fait assez rapidement. Tu as ton scoring en quelques clics finalement. Ok. Merci beaucoup. Et peut-être un dernier point, n'hésitez pas à contacter Arthur ou moi si vous avez des questions, des points, des frustrations. On mettra les contacts dans la description de l'épisode. Parfait. Merci beaucoup. Merci Axel.